Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de La Liberté n'est pas à vendre. Ce soir, je suis en compagnie de mon ami Ben. Ça va, Ben? Yes, sir! Nous avons un invité spécial cette semaine. Nous avons comme invité M. Jean-Jacques Nantel qui s'est fait connaître en faisant des vidéos sur l'indépendance du Québec sur YouTube. Puis je vais lui demander un peu de nous expliquer ses études, sa formation, son background un peu, puis nous parler de lui et de ce qui l'intéresse par rapport à la géopolitique et le Québec. Bon, bonjour tout le monde. Moi, j'ai une formation d'ingénieur géologue. C'est assez important par rapport à ma formation parce que je suis habitué de penser en termes de millions d'années. Alors pour moi, de plus, je suis un féru d'histoire. J'aime beaucoup lire en histoire. Alors, je suis habitué de penser en termes de siècles également. Ce qui fait. Or, la politique, ça se fait en termes de quelques années. 4 ans pour un mandat, ordinairement. Alors, ma formation est importante pour changer mon point de vue sur la longue distance. J'ai également une formation de manager. Et un élément important dans mon cas, c'est que même si je suis québécois de souche depuis 15 générations, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. J'ai passé 15 ans à l'étranger, dont 5 ans au Brésil, où j'ai été immigrant. J'ai marié une Brésilienne, puis mon ex-femme est brésilienne. Alors j'ai été immigrant au Brésil. J'ai vécu 3 ans en Chine, puis j'ai vécu sur les autres continents, un an ici, un an là, etc. J'ai également vécu 4 ans au Canada anglais. Alors, ça m'a permis, à cause de ma formation, de voir... moi, je dis souvent, je suis un juif québécois, dans le sens que les juifs, c'est un peuple nomade, intellectuel. Alors, c'est des gens qui se sont éparpillés partout dans le monde, puis qui sont habitués de prendre les meilleurs éléments en Russie, les meilleurs éléments au Brésil, les meilleurs éléments en France, puis ils mettent tout ça ensemble. Ce qui leur permet d'avoir un point de vue plus en retrait. Qui leur permet d'avoir une vision beaucoup plus... Ce qui leur donne un avantage sur les autres. C'est un des grands avantages dont les Juifs ont bénéficié. Et j'en ai bénéficié moi-même parce que c'est ça que j'ai fait personnellement en voyageant à gauche, à droite. Et par nature, je me suis intéressé à la géopolitique. La géopolitique, c'est la science qui étudie l'effet de la géographie sur l'histoire. Alors ça, c'est extrêmement important. Quand moi, je voyageais, je demandais souvent aux gens, j'arrivais dans une ville comme São Paulo, puis je disais, mais pourquoi la ville est là? Évidemment, les gens ne le savaient pas. Il n'y a jamais personne qui avait réfléchi à ça. Et moi, ça me passionnait. Alors, je regardais les cartes, j'essayais de comprendre, et là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la géopolitique, ce qui fait que j'ai fini par développer toute une théorie qui est d'ailleurs, j'ai écrit des livres là-dessus, dont un qui vient d'être récemment publié, qui s'appelle Vivre dans un univers qui s'éteint. J'ai mis ça sur Amazon.ca à Kindle. C'est un livre électronique. Alors, c'est sur la géopolitique. Et comme j'avais fait tout ça il y a à peu près 5 ans, en 2010, j'ai eu un divorce. Alors là, je suis revenu au Québec. Et là, je me suis intéressé, comme je me suis toujours intéressé à la politique régionale. Mais là, j'ai appliqué ce que j'avais développé pour l'ensemble du monde au cas québécois. Alors, mon intérêt pour la politique date de très loin. Je ne sais pas, peut-être quand j'avais 10 ans. J'ai découvert quand j'avais 10 ans quelque chose d'intéressant. J'avais à peu près 10 ans quand j'ai découvert que mon père et ses frères, ses beaux-frères, avaient été pris dans un immense conflit mondial. Je n'avais jamais réalisé l'importance que la Deuxième Guerre mondiale avait eue, que ça avait tout reviré, puis que ces gens-là que je connaissais personnellement avaient été impliqués là-dedans. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, puis très rapidement, évidemment, à l'histoire du Québec. Et une autre de mes surprises, ça a été de découvrir que, contrairement à ce que je pensais quand j'étais enfant, le monde entier ne parlait pas français. Il parlait toutes sortes de langues et qu'on était même minoritaire. Et là, je me suis intéressé à l'histoire du Québec. Et ensuite, ça a donné la géopolitique, ce qui m'a amené, évidemment, à me poser des questions sur la raison pour laquelle on était coincé comme on l'est au Québec. Alors, quand j'ai commencé quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé par militer dans une foule d'organisations, le Nouveau RIN, Cap sur l'indépendance, Oui Québec, etc., intellectuel pour la souveraineté, pour essayer de changer les mentalités. Parce que ce que j'ai découvert quand j'étais à l'étranger, moi, j'étais là en 95, j'ai fait tout le référendum, et on était à 50 000 de gagner. Mais pour moi, c'était une évidence pure qu'on allait faire l'indépendance dans les mois qui allaient suivre, ça allait de soi. Ça faisait 20 ans, toujours pas de référendum. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe au Québec, bon sang, que ça faisait 15 ans en 2000?
en 2010. Alors, je suis revenu au Québec. Puis là, j'ai été en contact avec le Québec, bien sûr, par Internet. Et j'ai découvert que les Québécois ont été orientés, ont été trompés par une propagande systématique présentant toujours l'indépendance du Québec comme quelque chose de coûteux. Or, l'indépendance du Québec, c'est toujours payant. Il n'y a pas un peuple, il y a 150 peuples à peu près qui sont devenus indépendants depuis 70 ans, par exemple. Il n'y en a pas un qui a reculé, il n'y en a pas un qui regrette. Tout le monde est content. Tout le monde nous présente les champions de l'indépendance comme des héros qui ont enrichi leur peuple. Puis au Québec, ça serait un endroit, ça serait le seul endroit au monde où ça serait coûteux l'indépendance, où ça serait une catastrophe. Ça déclencherait des années de turbulence, comme disait Pauline Marois. Il n'y a jamais eu ça dans les autres pays. Mais ça n'a pas été contraint non plus, ce discours-là, par les chefs souverainistes. C'est ça la catastrophe. Exactement, mais c'est ce que je dis, c'est que les gens se sont embarqués, se sont laissés embarquer dans une propagande et ils ont embarqué là-dedans. Et ça a été fait d'une façon très... En passant, ça vient de très loin. Là. Quand on commence à perdre, moi je donne souvent l'exemple de l'esclavage. Comment est-ce qu'on rentre? C'est toujours le même principe quand on veut écraser un peuple. On rentre dans le pays, on détruit les élites. On commence par tuer. Les esclaves, c'est ce qu'ils faisaient. Ils envahissaient le village, ils tuaient les chefs, les sorciers, tous ceux qui savaient, tous les guerriers, tous les gens les plus courageux, tous ceux qui regardaient de travers. Puis ensuite, ils tuaient les vieillards, les malades, les fous, tout ça. Puis ils gardaient juste les jeunes, peureux, en bonne santé. Puis là, ils sortaient de leur pays, ils les amenaient dans un autre continent, ils les tapaient, ils les bûchaient, ils les frappaient, ils les forçaient à se marier avec des gens qui ne voulaient pas se marier pour faire des bébés qui étaient plus gros, plus forts. Quand on fait ça à quelqu'un, à un peuple, vous détruisez sa culture et vous transformez ces gens-là en peureux, des peureux de nature. Ils sont habitués d'avoir peur parce qu'ils se font tout le temps battre à chaque fois qu'ils regardent de travers un des chefs. Et ça a un effet culturel important. Et ça prend des siècles après pour que ce peuple-là, pensez aux Noirs américains, ce peuple-là commence à se créer des élites. Puis il a dit, on n'est pas inférieur, on est attaqué. C'est ce qu'ils ont fait au Québec. Alors, juste un petit point là, pour faire une comparaison, parce que dans le fond, les Noirs américains, c'est quand même des descendants d'esclaves, c'est des gens qui ont été déracinés, qui ont été implantés dans un continent qui n'était pas le leur, qui n'était d'ailleurs pas plus le nôtre à l'époque. Là. Mais ça fait penser à la technique que les empires ont employée pour pouvoir détruire la fierté puis la vie culturelle d'un peuple. C'est un peu ce qui a été fait aussi à l'Empire austro-hongrois. Parce que, mis à part les Hongrois, les Magyars, puis les Allemands d'Autriche, tous les autres peuples avaient des noblesses qui avaient été décapitées, puis qui s'avaient un peu perdus, puis ils avaient réussi à maintenir un royaume aussi chaotique au point de vue ethnique que l'Empire austro-hongrois, autant de centaines d'années, là, en utilisant justement cette méthode-là. C'est toujours ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on vole les gens. Les êtres humains, là, on est à peu près tous pareils. La différence entre un être humain et un chimpanzé est de 1,5%. Au point de vue génétique. Au point de vue génétique, c'est presque rien. Imaginez c'est une autre espèce. Mais c'est beaucoup pareil. C'est beaucoup en biologie. Peut-être, mais ça demeure peu. Imaginez entre des êtres humains, même entre les races, c'est presque rien. Là. On parle de presque rien. Alors, la différence, quand vous regardez les Noirs américains qui étaient complètement écrasés, avec des gens comme Washington, Jefferson, Franklin, des gens riches qui étaient très instruits, il y avait l'air, c'était des imbéciles, des pas bons, des poids. C'est le résultat de l'histoire. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir peut-être un peu avec la génétique parce que le gars, ils ont tué les plus intelligents. C'est quasiment rien. C'est négligeable. Ça ne peut pas être important. C'est l'histoire qui a fait ça. La différence, l'écart est tellement immense. Puis il y a des cas, par exemple, les Grecs, dans le temps des Romains, les Grecs étaient supérieurs intellectuellement aux Romains, ils étaient quand même dominés. Bon, c'est un truc historique. Vous tuez les chefs, vous écrasez le peuple. Et ça se fait partout comme ça. Et moi, on fait ça au Vietnam, le projet Phoenix américain, là, ils ont fait ça. Partout. Alors, ça prend du temps avant qu'un peuple se réveille. Ce qui est arrivé au Québec, c'est à peu près la même chose. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre quand on étudie la géopolitique, puis là, il faut comprendre, pour comprendre l'histoire du Québec, il faut comprendre la géopolitique du Québec. Comme j'expliquais tantôt, la géopolitique, c'est la science qui étudie l'effet de la géographie sur l'histoire des peuples, sur la politique des peuples. La loi de base de la géopolitique, partons du début, justement. C'est que l'énergie dans notre univers, et là on parle de quelque chose d'universel, on parle des autres galaxies, c'est universel, c'est une loi physique dans l'univers. L'énergie, elle est rare.
la température moyenne de l'univers est de moins 270 degrés Celsius. Alors c'est froid, là, c'est vraiment très 271 étant le zéro absolu. 273.4 c'est le zéro absolu. Zéro Alors, en plus de ça, non seulement l'énergie elle est rare, mais l'énergie elle se disperse, elle se dégrade. C'est toujours comme ça. Si, par exemple, un être humain dépense l'équivalent d'une ampoule de 100 watts en continu, si vous descendez en vélo d'une montagne, dans une vallée, vous partez du haut du sommet de la montagne, vous vous laissez aller, vous ne remonterez jamais au même niveau. Il y a toujours de la perte. Alors, comme il y a toujours de la perte, la vie, pour survivre, est obligée de toujours produire plus qu'elle consomme. C'est obligatoire. Vous êtes toujours obligé de faire des profits. Si vous ne faites pas de profit, vous allez mourir. L'herbe, si elle pousse dans le fond d'une cave, elle n'est pas exposée au soleil, elle va mourir. Ça lui prend plus, il faut qu'elle produise plus qu'elle consomme. Ça, ce simple fait-là, qui est physique, cette loi-là, ça a toutes sortes d'effets sur l'humanité, dans le domaine moral, économique, etc., mais géopolitique également. Ça fait que dans un pays normal, et là je parle d'un pays, tous les pays dans l'univers, les êtres vivants, on va parler des êtres humains parce que ça nous concerne, les êtres humains évitent de monter inutilement une côte. S'ils montent une côte, c'est parce que c'est payant. C'est parce qu'il y a des framboises sur le haut de la colline, puis ils veulent aller les manger, les framboises. Alors, ils montent le ventre vide, puis ils redescendent le ventre plein. Ils vont aller manger des framboises. Ils vont aller chercher de la viande, ils vont aller chercher du bois, des mines dans la montagne. Mais ils évitent de monter inutilement. Alors, ce qu'ils préfèrent, c'est vivre sur un terrain plat pour économiser l'énergie. Parce qu'il faut toujours faire des profits. On essaie d'économiser le plus d'énergie et d'en amasser le plus possible. Alors ça veut dire qu'un pays, ça se développe toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les montagnes, dans les régions périphériques, les matières premières, l'eau, le bois, les minerais, et on monte à vide, on redescend à plein, on se laisse glisser avec la gravité. Et les pays, quand vous partez dans les montagnes, c'est des petits chemins en zigzag, puis petit à petit, vous descendez vers le fond de la vallée, où il y a une rivière, et c'est plat, vous suivez la rivière, sur la majorité des cas, puis vous vous dirigez vers les plaines. Quand vous arrivez dans les plaines, vous êtes de moins en moins en zigzag, et quand vous arrivez vraiment près de la grande ville, par exemple Montréal, là c'est des belles routes droites, puis quand vous arrivez dans la ville de Montréal, c'est plat, c'est bas, de basse altitude, toutes les rues sont perpendiculaires, dans le cas de Montréal, et ça devient extrêmement géométrique, extrêmement payant. Vous ramassez, vous enrichissez comme ça. Ça a des conséquences importantes sur le développement d'un pays. C'est que si vous partez des régions périphériques puis vous descendez vers une grande ville comme Montréal qui est dans le fond du trou, les gens se développent en tournant le dos aux autres pays. Vous avez un pays naturel, tout descend vers le fond, vers le trou, vers la vallée, et vous tournez le dos aux autres peuples. Ce qui fait qu'un pays naturel comme le Québec, au nord vous avez les Laurentides, au sud vous avez les Appalaches, du côté du lac Ontario c'est plus élevé que Montréal. Alors, tout descend vers Montréal et vous avez un pays naturel qui crée un peuple. C'est le pays qui crée le peuple. Alors, le peuple québécois, c'est pas lui qui va créer le Québec, c'est le Québec qui a créé le peuple québécois. Vous avez un pays naturel. Et ce que je viens de dire là, c'est valable à toutes les échelles, c'est universel. C'est valable au niveau d'une vallée. Quand vous avez, par exemple, un petit village agricole, il est dans le fond de la vallée, puis ils vont chercher le bois dans la montagne, puis l'eau descend de la montagne, puis ils font des terres dans le fond de la vallée. C'est vrai à l'échelle d'un pays comme le Québec, où c'est un pays naturel, et c'est également vrai à l'échelle d'un continent. C'est-à-dire que la tendance générale sur tous les continents du monde, c'est que les matières premières partent du centre du continent et descendent vers les côtes. Ça, c'est un phénomène universel qui est continu, ce qui fait que quand vous faites ça, vous multipliez ça par des millions d'individus, puis vous additionnez des siècles et des millénaires, vous finissez par avoir une espèce de toile d'araignée où tout descend vers les terrains bas. Ce qui fait que sur la planète, ça fait plusieurs milliers d'années que les êtres humains développent leur technologie, on a eu tendance au cours de l'histoire de l'humanité de partir du centre des continents, de la population, le centre de la population, puis de descendre petit à petit vers les côtes de l'océan, parce que les océans, c'est dans le fond du trou. C'est 71% de la surface du monde. C'est plat. On peut se diriger dans toutes les directions, on peut s'aider du vent, des courants pour se rendre ailleurs. Alors les océans, c'est extrêmement rentable de faire du commerce. On s'enrichit beaucoup quand on est près des océans. Ce qui fait que de nos jours, la plupart des grandes villes du monde, la plupart, pas toutes, sont situées les plus grandes, sont situées soit sur l'océan directement ou, comme Montréal, sur
un fleuve qui mène à l'océan. Alors, l'océan Atlantique, au Québec, il commence véritablement à Montréal. Vous pouvez prendre un bateau à Montréal, puis sans jamais rencontrer d'obstacles, vous pouvez faire jusqu'en Chine, en Inde, en Afrique du Sud. Ça, c'est un mouvement généralisé qu'on voit partout sur la planète. Maintenant, je vais en venir un peu plus tard, je vois que vous avez une question. Allez-y, en fait, c'est juste parce que je voulais... tu sais, les gens regardent beaucoup les cartes. La plupart des gens regardent des cartes parce que des cartes, il y en a un peu partout. On a tous un globe terrestre et tout. Puis, mais il y a une chose que la carte évoque pas de manière trop évidente. Elle l'évoque quand même, là, dépendant de la carte, c'est moindrement complexe. On a les hauteurs, tu sais, toutes les latitudes là, sur les vagues. Sauf que c'est pas quelque chose que les gens remarquent. Fait, tout le côté très important là, de la géopolitique est basé surtout par disons, évidemment, les fleuves suivent ça aussi, mais les altitudes, si on veut. Moi, déjà, quand j'étais jeune, je comprenais même pas, à mon cours d'histoire, au début, je comprenais même pas pourquoi on appelait ça le Bas-Canada. Je disais, il est plus haut, il est plus au nord. Par après, je me suis dit, ben oui, Colin, c'est la vallée, c'est le plus bas. C'est le fleuve qui descend des Grands Lacs. C'est ça, puis à ce moment-là, en comprenant que l'Ontario était plus haut, puis le Québec était plus bas, si on veut, ça m'a comme apparu comme naturel que c'était vers le Québec que c'était supposé aller là, les courants. Et c'est pour ça qu'on se rend compte à partir de là que, dans le fond, comme l'Ontario, au Canada, si on veut, à l'époque, était assis sur notre tête un peu. Là. Puis dans le fond, il allait chercher un peu tout ce qu'il y a à Montréal pour leur faire leur bonheur, si on veut, là, puis leur richesse aussi. Puis, c'est ce que j'expliquais tantôt. Je disais tantôt, c'est vrai à toutes les échelles. C'est également vrai à l'échelle d'une fourmi, là, ce que j'ai dit tantôt là, sur les côtes, les montagnes, les collines. Alors, pour donner un exemple, la côte Berry à Montréal, les gens qui montent ça en voiture, bien juste à peser sur le gaz, comme on dit, c'est facile, ça a l'air facile. Mais tous les marcheurs aussi qui font ça en vélo savent que c'est pas le fun de monter ça. On essaie d'éviter de la monter. Bon, alors, dans le cas de l'Amérique du Nord, c'était là où je voulais en venir, ce qui est normal, c'est que la population devrait partir du centre du continent et descendre vers les côtes. Dans le cas de l'histoire du Québec, c'est pas comme ça que ça s'est produit. L'inverse. Les gens, c'est l'inverse. Ça s'est produit d'est en ouest. La raison, c'est une raison historique. C'est que, je l'ai dit tantôt, on peut monter dans le haut d'une montagne, mais pour aller chercher des fraises, aller chercher du bois, aller chercher du minerai. C'est ce qui est arrivé historiquement en Amérique du Nord. C'est que vous aviez un continent extrêmement pauvre, extrêmement peuplé, l'Europe, les forêts avaient été coupées, il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus d'animaux sauvages. C'était des gens très pauvres, très nombreux. Et ils découvrent l'Amérique par hasard, il y a 5 siècles. Christophe Colomb pensait s'en aller aux Indes. Alors, les deux autres Amériques, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, étaient très occupées. Il y avait des civilisations, les Aztèques, les Mayas, les Péruviens qui avaient développé ce qui pouvait être développé. C'était pas fini de développement, mais c'était très avancé. Il y était des dizaines de millions, c'était très gros. Mais pas l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord était beaucoup plus développée que les gens pensent en passant. Il y avait des civilisations assez importantes ici, les Mound Builders dans la région du Mississippi. Les Iroquois avaient des grosses... déjà, les nations huronnes étaient assez avancées. Ils étaient assez avancés, mais on parle là, de forêt. Quand les Européens se sont présentés en Amérique du Nord, ils ne se sont pas présentés comme au Mexique avec les Aztèques. Là. Il y avait des routes, des villes, il y avait des caravansérails, il y avait toutes sortes de trucs pour s'arrêter. Il y avait du monde, il y avait des terres. C'était pas comme ça l'Amérique du Nord. Il avait commencé l'agriculture, mais c'était le continent le moins développé et le moins peuplé du monde entier, qui faisait face à un continent extrêmement pauvre et surpeuplé, l'Europe. Alors évidemment que les Européens se sont mis à débarquer en Amérique, et c'est pour ça qu'ils ont été dans le sens inverse. Ils ont traversé un océan, ce qui coûte très cher, ils ont remonté le fleuve Saint-Laurent à contre-courant, ils ont escaladé les Appalaches et les montagnes rocheuses dans un sens perpendiculaire, alors qu'on ne fait pas ça d'habitude, à moins d'avoir une bonne raison. La raison, c'était pour aller chercher la richesse d'un continent riche et mal développé. Alors, ça, c'est ce qui a orienté l'histoire du Québec et l'histoire de l'Amérique du Nord. Alors, ce qui est vraiment arrivé, c'est que en Amérique du Nord, il faut juste comprendre ça, là, c'est que, surtout le Québec, toute notre histoire a été orientée par ce qui s'est passé à l'extérieur. Pour une raison très simple. C'est que toute la géographie en Amérique du Nord, elle est dans le sens nord-sud. La côte américaine est nord-sud. La population qui vit le long de l'Atlantique, c'est une bande nord-sud. Les Appalaches sont nord-sud. La Floride nord-sud. Le lac Michigan.
le système baie du Son, baie James, c'est nord-sud. Vous avez également une petite vallée extrêmement importante pour l'histoire du Québec, passé, présente et à venir. C'est la vallée du lac Champlain, qui se continue par la vallée de l'Hudson aux États-Unis et qui va directement de Montréal à New York. On va en reparler de ça. C'est une vallée extrêmement importante. Ça, c'est nord-sud. Le réseau Mississippi, c'est nord-sud. Les Rocheuses sont nord-sud. La Californie, nord-sud. La Basse-Californie, la côte américaine de l'Ouest, le courant de Californie, le Gulf Stream dans l'océan Atlantique. Tout est nord-sud. Sauf une exception très importante, le système Saint-Laurent-Grand Lac. Le Saint-Laurent est tellement important. C'est le seul fleuve sur la planète qui soit visible depuis la Lune. Les autres fleuves ne sont pas visibles. On le voit très clairement à partir de la Lune, on voit le fleuve Saint-Laurent. Et c'est la seule entrée naturelle de sens est-ouest du continent nord-américain. Or, les Européens voulaient se rendre dans le centre du continent pour aller chercher la richesse. Alors, bien sûr qu'ils ont remonté le Saint-Laurent à contre-courant. Et les Français, qui étaient les plus puissants en Europe à cette époque-là, étaient beaucoup plus peuplés, beaucoup plus forts que les Anglais, ils sont venus s'installer là où ça rentrait, dans le sens est-ouest, le continent nord-américain, ils sont installés à Québec. Québec, ça veut dire rétrécissement de rivière en algonquin. Vous vous installez à Québec sur le Cap-Diamant, avec des canons, là, vous pouvez tirer tous ceux qui vont essayer de passer pour aller chercher les fourrures dans les Grands Lacs. Là. Alors, vous contrôlez tout le centre du continent. Alors, c'est ce que les Français ont fait. Les Français sont venus s'installer dans un pays très froid, même si Montréal est au sud de Paris, c'est beaucoup plus froid que Paris. Ils sont venus dans un pays où leur technologie n'était pas du tout adaptée, mais parce que ça pénétrait, ils voulaient aller chercher les fourrures. C'est ça qu'ils voulaient, les Français. Et les Anglais, qui étaient moins forts que les Français, eux, ils ont été s'installer dans un climat qui ressemblait beaucoup plus au leur, c'est-à-dire dans le sud, la Nouvelle-Angleterre, et ils ont laissé partir tous leurs dissidents. Comme l'Angleterre était une île qui faisait de la guerre, mais maritime, les Français, eux, faisaient la guerre sur terre. Et en fait, la guerre sur terre, là, c'est homme à homme. On se poignarde avec des couteaux, avec des baïonnettes, puis il y a beaucoup, beaucoup de morts. C'est très sanglant. Sur la mer, ça coûte cher faire des bateaux. Alors, vous ne pouvez pas mettre beaucoup de marins sur les bateaux. Quand vous faites des guerres maritimes, vous perdez beaucoup moins d'hommes. Alors là, vous ajoutez l'histoire avec ça, vous mettez les siècles. Et les Anglais, eux, ils se battaient peu, ils perdaient peu d'hommes à chaque génération. Même s'ils étaient beaucoup moins peuplés que la France, ils étaient 6-7 fois moins peuplés au Moyen-Âge. La France, elle, à chaque génération, gaspillait 20, 50, 100, 200 000 hommes pour défendre ses frontières, parce qu'ils se battaient avec tous leurs voisins, avec des petits couteaux, ils tuaient le monde beaucoup. Alors que les Anglais, eux, même s'il y avait une faible population, avaient le temps des surplus de population. Alors, ils s'en sont débarrassés. Ils les ont envoyés aux États-Unis, puis là, il s'est créé 13 colonies différentes. C'était Maryland, c'était les catholiques, Boston, c'était les puritains, Virginie, c'était les planteurs, etc. Et ils sont installés un peu n'importe où, mais comme ils ont pu, le long de la côte atlantique. Et évidemment, ils ont fait des enfants, puis ils recevaient tout le temps plus de monde qui venait d'Angleterre. Alors que la France, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était faire du commerce. Elle voulait juste aller chercher la richesse, les fourrures dans le centre. Alors la France avait besoin de ces gens pour défendre les frontières en France. Elle n'envoyait pas de colons en Amérique, ils refusaient. Ils envoyaient des hommes, puis c'était une colonisation de commercial. Les Espagnols, c'était une colonisation de voleurs, c'est-à-dire qu'ils attaquaient les Aztèques et les Péruviens pour leur voler leur or. Les Américains, c'était une colonisation de peuplement. Ils voulaient prendre la terre des Amérindiens. Alors, ce qu'ils faisaient, les Américains, c'est comme de la mélasse qu'on fait couler sur une table où il y a une flaque d'eau. La flaque d'eau recule. C'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont occupé complètement le territoire avec des paysans, des gens qui cultivaient la terre, qui occupaient toute la terre, toutes les rivières, ils repoussaient les Indiens. Ils ont fait ça tout le long de leur histoire. Alors, les Indiens, eux, perdaient leur territoire, alors que le Québec, c'était pas ça. Le Québec, c'était une poignée d'hommes. Lors de la défaite de 1760, on était 70 000. En fait, il y a eu 10 000 morts puis, qui sont partis. 60 000, c'est quasiment rien après un siècle et demi, là. Même si on faisait beaucoup d'enfants. Parce que les Français n'envoyaient pas personne. Alors, nous, c'était la seule colonisation en Amérique du Nord où il y avait une entente entre les Européens, une entente très très proche. Là, on parle d'alliance, d'amitié, de relations vendeurs, acheteurs. Alors nous, on avait développé avec tous les Amérindiens de l'intérieur un arc défensif pour protéger les territoires des Amérindiens, dans le cas des Amérindiens, contre les Anglais de la Nouvelle-Angleterre qui avançaient vers l'ouest. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les Français amenaient des produits aux Amérindiens qu'ils n'avaient pas, des objets de métal, des fusils, des couteaux, des marmettes, tout ça. Puis en échange, les Indiens fournissaient aux Français ce que les Français n'avaient pas, c'est-à-dire des fourrures. Et les Amérindiens étaient très contents de nous voir arriver.
Trois-Rivières et Québec ont tous les deux été fondés à la demande d'Amérindiens, qui ont dit, des chefs amérindiens, venez vous installer, on a besoin de vous, on veut avoir les produits, on veut que vous nous aidiez à lutter contre les Iroquois, leurs ennemis. Bon, alors, le résultat, c'est que comme il y avait une alliance très très proche entre les Français et les Amérindiens, on a fini, vers 1760, par avoir un immense arc défensif qui partait de Tadoussac, qui allait à Québec, Trois-Rivières, Montréal, puis ensuite s'enfonçait dans les territoires indiens où il n'y avait pas de... Jusqu'en Louisiane, l'ancienne Louisiane. Là, ça suivait les Grands Lacs, l'Ohio, le Mississippi, jusqu'à la Louisiane. Il y avait des Français en Louisiane et il y avait des Français et des Québécois au Québec. Mais entre les deux, il n'y avait personne. Il y avait des Amérindiens. C'était une alliance défensive. Mais ça, c'était pas apparent. Parce que ce qu'on voit dans l'histoire, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est les Français qui disaient on va vaincre les Anglais. Mais ce qui se passait vraiment en Amérique du Nord, c'est qu'il y avait 3 guerres parallèles qui se produisaient. Il y avait les vieilles guerres qui dataient bien avant que les Français arrivent, que les Européens arrivent. Entre autochtones. Ils se battaient entre eux, ils se décapitaient, ils se mangeaient. Ils étaient comme tout le monde, en somme. Comme tous les primitifs, comme nos ancêtres primitifs. Mais ils se mangeaient avec du cannibalisme. Il faut arrêter de se conter des histoires sur les Amérindiens. Là, c'était des gens violents avec des tomahawks. C'était pas pour couper du bois, c'était pour casser des têtes. Il y avait du cannibalisme, ils torturaient les prisonniers. Ils faisaient ça, là. Mais par contre, il y avait des choses très, très, très grandes dans leur culture. Par exemple, ils adoptaient les guerriers, quand ils avaient détruit tout sur leur peuple, ils adoptaient les guerriers qui devenaient des citoyens de leur tribu. Il y avait des belles choses, là. C'était des êtres humains. Mais il n'y avait pas une grosse densité de population, fait que quelque part, ça se comprend aussi. Là. C'est ça, oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des côtés positifs, des côtés négatifs. L'affaire là, du bon Indien, du bon sauvage écologique, là, c'est vrai, mais c'est de la propagande d'aujourd'hui. Là, c'est ça. Ça a l'usage que ça vaut. Que c'est des êtres humains comme les autres. J'irais même plus loin que ça. Ce sont des animaux comme les autres. On est des animaux, les êtres humains, puis on agit comme n'importe quelle autre espèce animale. On peut détruire des foules d'espèces. Quand les Amérindiens sont arrivés en Amérique, ils ont détruit une foule d'espèces, les premiers chevaux, les chevaux qui venaient d'Amérique, les mastodontes, etc. Bon, tout ça pour dire que quand les Amérindiens avaient leur propre guerre à eux, qui datait avant l'arrivée des Français, les Inuits et les Montagnais, les Algonquins contre les Iroquois, ça datait avant l'arrivée des Européens. Quand les Québécois se sont installés très rapidement, ça a pris quelques décennies, on est devenu un peuple. Et les Français disaient, le peuple canadien, c'était clair, puis ça faisait 2 générations, parce que les gens comme j'ai dit tantôt, c'est le pays qui crée le peuple. Le pays avait créé un peuple avec des Français. On a été le premier peuple en passant au monde à parler français. Les Français avant la France. Les Français parlaient toutes sortes de dialectes. Le Picard, puis plein d'affaires. Ah oui, puis l'aquitain, puis l'occitan, puis le basque. Puis tout ça, beaucoup de monde ne le réalise pas. Parce qu'ici, il y a eu un creuset dans la petite population française qu'il y avait. Ça a formé un peuple, le peuple canadien. Tout le monde le disait. Jean Talon, c'était un peuple canadien. Puis on parlait de ça en 1660. Ça faisait 50 ans qu'il était là. Il y avait déjà un peuple avec des caractéristiques, avec une architecture. Même, il avait commencé à développer des animaux, les chevals canadiens, tout ça. Alors, il y avait le conflit entre les tribus indiennes, qui datait de très loin. Il y a tout de suite eu un conflit entre les Québécois et les Américains. Au début, c'était très très loin. C'était des grandes distances. Mais il y avait quand même un conflit pour les fourrures. Parce que notamment, les Iroquois prenaient les fourrures au Grand Lac puis les descendaient par la vallée de la Mohawk jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Alors, il y avait une rivalité entre les Québécois et les Américains. Et il y avait une troisième rivalité, celle dont on entend parler dans tous les livres d'histoire, entre la France et l'Angleterre. C'est la France et l'Angleterre qui décidaient de ce qui se passait, parce que c'était eux autres les plus puissants. Les Amérindiens, eux, décidaient ce qui se passait en Amérique du Nord, mais ce qui vivait les Amérindiens, c'est qu'ils voyaient très bien que les Français leur amenaient toutes sortes de choses dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin des Français, mais pour s'opposer à la masse qu'ils voyaient grandir aux États-Unis, puis ils savaient que les Américains repoussaient les Amérindiens, puis les massacraient. Il y a eu des guerres pour essayer d'expulser les Indiens. Il n'y a jamais eu de tentative de la part des Amérindiens du Québec pour expulser les Québécois. Jamais. Jamais eu de guerre, jamais eu de génocide de la part des Franco-Orientaux. Il y en a eu de la part des Iroquois, qui en ont fait beaucoup lors de la guerre du Castor au 17e siècle, contre les Hurons, les Pétuns, les Neutres, les Illinois, les Abénaquis, tout ça. Mais il n'y en a pas eu de la part des Français parce que c'était une colonisation commerciale. Alors, quand les Français ont développé le fameux arc défensif dont je parle, on voit ça sur les cartes, ça a l'air immense, la Nouvelle-France. C'était pas la Nouvelle-France, c'était un pays amérindien avec 2 sorties au bout de la Louisiane, puis le Québec, pour sortir les fourrures, on descend en France. Puis c'était une colonisation très très faible de peuplement. Alors, en 1760, ce qui est arrivé, comme
la vallée du Saint-Laurent est extrêmement importante parce que c'est la seule voie d'entrée de sens est-ouest en Amérique du Nord. Elle est tellement importante que le peuple québécois n'a jamais pu en prendre possession. Ça a toujours été quelqu'un d'autre qui décidait parce qu'il était plus puissant. Mais je m'arrête ici parce que ce qui s'est passé au Québec entre 1760 et 1960, c'est ce dont je vais vous parler dans la deuxième partie de l'entrevue. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité à votre poste de radio. Au revoir.